Les fleurs funéraires étaient à peine fanées que les appels téléphoniques ont commencé. Un mardi matin, 3 semaines après l'enterrement de Russell, je me tenais dans ma cuisine, regardant la vapeur s'échapper de mon café intact. La tasse en céramique, celle avec la meilleure grand-mère du monde que ma petite fille Kathleen m'avait offerte des années auparavant, me semblait étrangère entre les mains. Tout me semblait étranger. La maison, mon reflet dans le miroir du couloir, même ma propre voix lorsque je répondais aux appels incessants de mes enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Maman, il faut qu'on parle de la maison. La voix de Donald avait ce ton familier d'impatience à peine contenu, la même qu'il utilisait adolescent pour demander de l'argent. Sauf qu'à 32 ans, il ne demandait plus rien. J'ai posé la tasse sans prendre une gorgée. Bonjour à toi aussi, Donald. Ne commence pas avec moi. Lisa et moi avons discuté de ta situation. Et franchement, ce n'est pas tenable. Cette maison est trop grande pour toi seul. Les mensualités du prêt immobilier. Il n'y a pas de prêt immobilier. Les mots étaient sortis sans détour. Factuel. Russell avait remboursé la dette 5 ans auparavant. Mais je n'avais jamais mentionné ce détail aux enfants. Ils avaient supposé et je les avais laissés faire. Silence. Puis ce rire, sec, dédaigneux, le même qu'il avait hérité de son père, même si Russell l'avait utilisé avec affection. Donald le maniait comme une arme. Maman, s'il te plaît. La retraite de papa couvre à peine tes médicaments. Nous connaissons tous la pression financière que tu subis. Je me suis dirigé vers la fenêtre au-dessus de l'évier, admirant le jardin que Russell et moi entretenions depuis 23 ans. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Le jardin d'herbes aromatiques était envahi par la végétation. Les tâches qui nous apportaient autrefois de la joie étaient désormais des monuments à tout ce que j'avais perdu. Votre inquiétude est touchante, ai-je dit, mon reflet se réfléchissant dans la vitre. Des cheveux gris qui avaient besoin d'être colorés. Des rides qui s'étaient creusées le mois dernier. 63 ans de vie gravés dans des traits qui me surprenaient encore dans les miroirs. Ne dramatise pas. Darlene est d'accord avec moi. Nous pensons que tu devrais envisager d'emménager chez l'un de nous. Darlene acquiesce. Je me détournai de la fenêtre. Ma fille n'avait pas appelé depuis l'enterrement. Elle n'avait pas répondu quand je l'avais appelée. Quand exactement Darlene avait-elle partagé cet avis? Un autre silence. Je pouvais presque voir Donald passer la main dans ses cheveux clairsemés, un geste qu'il avait repris de Russell. Nous avons dîné hier soir en famille pour discuter de tes options. Tes options, pas l'avenir de notre mère, ni comment nous pouvons l'aider à traverser cette épreuve. Mes options, comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne à soutenir. Je vois. J'ouvris le réfrigérateur, fixant les plats en cocotte encore empilés à l'intérieur. Des offrandes de voisins bien intentionnés auxquelles je n'avais pas touché. Et ces options incluent la vente de ma maison. C'est logique financièrement. Tu pourrais nous aider, Lisa et moi, avec notre acompte. Nous avons regardé cette maison coloniale sur Maple Street. Et Darlene aurait besoin d'un peu d'aide pour les études de Kathleen. C'est une situation gagnant-gagnant. J'ai fermé la porte du réfrigérateur avec plus de force que nécessaire. Une situation gagnant-gagnant. Maman, tu sais que je ne le pensais pas comme ça, mais c'était exactement ce qu'il avait voulu dire. Donald avait toujours été transparent dans son égoïsme, même enfant. C'était presque rafraîchissant comparé aux subtiles manipulations de Darlene, à sa façon de demander les choses de travers, me faisant culpabiliser de ne pas lui offrir ce qu'elle n'avait jamais demandé directement. « Que as-tu dit à ta sœur à propos de mes finances ?» ai-je demandé. Juste la vérité. Que la pension de retraite de papa ne suffit pas. Que la maison est trop lourde à gérer pour toi toute seule. Que tu as probablement plus de difficultés que tu ne le laisses paraître. La vérité, comme s'il savait quelque chose de ma situation réelle. Comme si l'un d'eux avait pris la peine de me poser des questions détaillées sur les affaires de Russell, sur ses investissements, sur le modeste héritage de sa mère que nous avions discrètement épargné et investi au fil des ans. J'ai repensé au dossier dans le tiroir du bureau de Russell, celui que j'avais trouvé en triant ses papiers. Relevé bancaire, portefeuille d'investissement, l'acte de propriété d'une petite villa à Marba qu'il avait acheté en guise de surprise pour notre retraite. Un endroit où l'on peut admirer les couchers de soleil et boire du vin sans que personne ne nous demande quoi que ce soit, avait-il dit en me montrant les photos 6 mois seulement avant sa crise cardiaque. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Maman, on ne te demande pas d'y réfléchir. On te dit ce qui doit se passer. Lisa a déjà trouvé un acheteur. Son cousin Grégory est dans l'immobilier et il...
J'ai un client très intéressé. Offre en espèces. Clôture rapide. Commencez à faire vos valises. Ma main s'est serrée au téléphone. Vous avez trouvé un acheteur pour ma maison. On essaie de vous aider. Maman. Plus tôt vous accepterez que c'est la meilleure solution pour tout le monde, plus cette transition sera facile. Une transition comme si le deuil était une fusion d'entreprises. Comme si le démantèlement de 30 ans de mariage pouvait se résumer à de la paperasse et des marges bénéficiaires. Et où suis-je censé vivre exactement pendant cette transition? Eh bien, c'est de cela que nous voulions discuter. Darlene a un sous-sol aménagé et, comme elle est à la fac la majeure partie de l'année, il y a largement assez de place. Tu aurais ta propre entrée, ta propre salle de bain. Ça pourrait parfaitement fonctionner. Le sous-sol de Darlene. Le même sous-sol inondé chaque printemps où elle rangeait ses décorations de Noël et ses appareils de sport qu'elle n'utilisait jamais. Le même sous-sol où j'avais été reléguée pendant le dîner de Thanksgiving de l'année dernière, pendant que les vrais adultes mangeaient à l'étage. Quelle générosité de la part de Darlene. Elle est ravie, d'ailleurs. Elle pense que ce serait bien pour vous deux. Tu pourrais aider Kathleen quand elle rentre de l'école. Peut-être faire un peu de cuisine. Tu sais combien Darlene a du mal à planifier ses repas. Bien sûr, Darlene a eu autant de mal à planifier ses repas qu'à faire la lessive, le ménage et à se rappeler d'appeler sa mère. Mais elle excellait à déléguer ses difficultés à d'autres, en particulier à la femme qui l'avait élevée pour qu'elle soit autonome. Et Donald, ai-je demandé, quel rôle joues-tu dans cet arrangement? Lisa et moi nous occuperons de la vente de la maison, évidemment. Les formalités administratives, les négociations. Nous veillerons à ce que tu obtiennes un prix juste. Juste? J'ai failli rire. La définition de l'équité de Donald avait toujours été biaisée en sa faveur, comme un jeu de fête foraine destiné à séparer les imbéciles de leur argent. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je répété. Maman, il n'y a pas de quoi réfléchir. Le client de Grégory est sérieux. Ils veulent conclure dans le mois. Un mois. Ils me donnaient un mois pour démanteler la vie que Russell et moi avions construite ensemble, pour abandonner la maison où nous avions organisé leur fête d'anniversaire et de fin d'études, où nous les avions soignés pendant la varicelle, les chagrins d'amour et les diverses crises de la jeunesse. J'ai dit, il faut que j'y réfléchisse. D'accord, mais ne tarde pas trop. Les bonnes opportunités n'attendent pas éternellement. La ligne a été coupée. Debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, j'écoutais le silence soudain qui semblait résonner dans la maison vide. Dehors, le chien d'un voisin aboyait. Une portière de voiture claquait. La vie continuait son cours normal tandis que la mienne échappait à tout contrôle. Je me dirigeais vers le bureau de Russell, le bureau où il avait réglé les factures et planifié notre avenir pendant plus de 20 ans. Le dossier était toujours là, caché sous de vieilles déclarations d'impôts. Je le sortis et en étalai le contenu sur la surface en bois que nous avions acheté lors d'une vente immobilière quand Donald était encore au lycée. Des relevés bancaires affichant des soldes qui feraient écarquiller les yeux de mes enfants. Des portefeuilles d'investissement qui avaient résisté aux tempêtes du marché et en étaient ressortis renforcés. L'acte de propriété de la villa en Espagne, avec ses photos de murs blanchis à la chaux et d'une terrasse surplombant la Méditerranée. Russell était un homme discret, méthodique dans ses plans. Il ne s'était jamais vanté de son argent, n'avait jamais fait étalage de notre sécurité. Qu'il croit que nous sommes en difficulté, avait-il dit un jour lorsque Donald avait demandé un énième prêt. Cela forge le caractère. Je le trouvais cruel à l'époque. Maintenant, je comprenais que c'était de la sagesse. Mon téléphone a vibré. Un texto de Darlene. Maman, Donald m'a parlé de la maison. Je sais que c'est dur, mais c'est vraiment mieux ainsi. Kathleen est tellement heureuse d'avoir grand-mère plus proche. J'ai hâte d'en discuter. Kathleen, ma petite fille, qui avait passé des étés avec Russell et moi, qui avait appris à faire des biscuits dans cette cuisine et à planter des tomates dans ce jardin, qui m'avait appelé chaque semaine pendant son premier semestre à l'université, nostalgique et dépassée, cherchant du réconfort auprès de sa grand-mère qui avait toujours du temps pour ses histoires. Quand Kathleen avait-elle appelé pour la dernière fois? 2 mois? 3. J'ai parcouru mon téléphone à la recherche de messages récents de ma petite fille. Rien depuis Noël, lorsqu'elle avait envoyé un SMS groupé pour remercier tout le monde pour les cadeaux. Pas de message personnel, pas de demande de conseil, pas de nouvelles de ses cours, de son petit ami ou de ses projets pour les vacances d'été. Le silence s'est étendu autour de moi, lourd de réalisation. Ils étaient déjà passés à autre chose. Tous. La mort de Russell avait été un désagrément à gérer, pas une perte à pleurer ensemble. Et moi,
J'étais simplement un désagrément de plus, un problème de plus exigeant une solution efficace. Je refermai le dossier et le remis dans le tiroir. Puis je montai dans ma chambre, jusqu'au placard où les vêtements de Russell étaient encore accrochés, encore imprégnés du léger parfum de son après-rasage. Je sortis une valise de l'étagère du haut. Il était temps de commencer à faire ses valises, mais pas du genre auquel Donald s'attendait. Le cabinet sentait le cuir et le vieux papier, une odeur qui me rappelait le bureau de Russell, mais infiniment plus puissante. J'étais assis en face de Connie West, l'avocate spécialisée en succession que Russell avait choisie des années auparavant. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux aux mèches argentées et au regard perçant. Madame Lawson, je dois dire que c'est très inhabituel. Connie a étalé les documents sur son bureau en acajou, chaque page impeccable et officielle. Votre mari était très précis sur ces éventualités, mais je n'aurais jamais cru que nous aurions besoin de les mettre en œuvre. J'ai lissé ma robe noire, la même que celle que j'avais portée à l'enterrement, et j'ai gardé une voix posée. Russell disait toujours que je sous-estimais l'égoïsme. Je commence à croire qu'il me protégeait d'une vérité que je n'étais pas prête à voir. Connie hocha la tête, ses doigts caressant le bord d'un document. La fiducie révocable qu'il avait établie vous donne un contrôle total sur tous les biens. Les enfants n'ont jamais été désignés comme bénéficiaires du bien immobilier, seulement de l'assurance vie. Tout le reste, la maison, les placements, la propriété en Espagne, vous appartient entièrement. Et ils ne sont pas au courant pour la propriété espagnole. Selon les instructions de Russell, cette information ne devait être partagée qu'avec vous et seulement après la période initiale de 30 jours suivant son décès. Connie se laissa aller dans son fauteuil. Il semblait anticiper que vos enfants pourraient vous pousser à prendre des décisions hâtives. Pression. Un mot si poli pour décrire ce que Donald avait tenté de faire. J'ai repensé à sa voix au téléphone hier, exigeante plutôt que suppliante, me traitant comme une enfant incompétente incapable de gérer ses propres affaires. La vente de la maison qu'ils ont arrangée, ai-je dit. Peut-on l'arrêter? Vous êtes l'unique propriétaire. Aucune vente ne peut avoir lieu sans votre signature. S'ils ont trouvé un acheteur et font des promesses, ils partent de fausses hypothèses. Le sourire de Connie était mince, mais satisfait. Russell était très clair sur la protection de votre autonomie. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud d'anxiété que je portais depuis l'appel de Donald. Et la propriété espagnole, entièrement payée, vous appartient légalement. La société de gestion immobilière engagée par Russell envoie des rapports mensuels. La maison a été entretenue et est prête à être occupée quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez. Quand était-ce que quelqu'un m'avait parlé pour la dernière fois de choix plutôt que d'obligation? Connie a sorti un autre dossier. Il y a autre chose que Russell voulait que vous ayez. Il a écrit cette lettre pour te la remettre exactement un mois après sa mort. Aujourd'hui marque cette date. L'enveloppe était de couleur crème, mon nom écrit de l'écriture soignée de Russell. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, et sa voix semblait emplir le bureau stérile. Ma très chère Michel, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie et que tu gères seule les conséquences. Je connais nos enfants. Nous les aimons, même si nous les aimons, et je soupçonne qu'ils tournent déjà autour de nous comme des vautours, convaincus de savoir ce qui est le mieux pour toi. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas un fardeau à gérer ni un problème à résoudre. Tu es une femme intelligente et compétente qui a élevé 2 enfants, soutenu un mari dans ses changements de carrière et dirigé notre foyer avec grâce et sagesse pendant plus de 30 ans. Ne te laisse pas convaincre du contraire. L'argent et les biens t'appartiennent et tu peux en faire ce que tu veux. Garde-les, vends-les, donne-les. C'est ton choix. Mais fais ce choix en fonction de tes envies et non de ce que les autres attendent de toi. Je t'ai vu sacrifier tes propres rêves pendant des décennies en faisant toujours passer notre famille en premier. Maintenant, il est temps de penser à toi en premier. Va en Espagne si tu veux. Voyage à travers le monde. Écris ce roman dont tu as toujours parlé. Peu importe ce qui te procure de la joie, les enfants survivront sans tes sacrifices constants. En fait, ils pourraient même en devenir plus forts. Avec tout mon amour et ma foi en ta force, Russell. PS. La clé de la maison espagnole est dans le tiroir de mon bureau, derrière la photo de nous à Venise. Madame Rodriguez, la voisine, s'occupe du jardin et parle un anglais impeccable. J'ai lu la lettre 2 fois, la vue floue sur les bords. Russell savait. Il avait vu ce que j'étais trop près pour reconnaître. Mes enfants avaient appris à considérer mon amour comme une ressource à exploiter plutôt qu'un cadeau à chérir. Ça va. La voix de Connie était douce. J'ai plié la lettre avec soin.
Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des semaines. Que dois-je faire pour transférer l'acte de propriété à mon seul nom? Il est déjà à votre seul nom. Russell a retiré les enfants de tous les actes de propriété il y a 3 ans, après que Donald lui a demandé de co-signer cet investissement raté dans un restaurant. Le restaurant. Je me souvenais des disputes, de la colère de Donald quand Russell a refusé de risquer notre épargne retraite sur sa valeur sûre. À l'époque, j'avais trouvé Russell dur. Maintenant, je le trouvais prémonitoire. Il y a encore une chose, a dit Connie en sortant une petite enveloppe. Russell m'a demandé de te donner cette carte bancaire et ce code. C'est lié à un compte qu'il a ouvert l'année dernière. Il l'appelait votre fonds d'indépendance. La carte bancaire me semblait solide dans la main. Combien? 50 000 $. Il déposait de l'argent tous les mois, me disant que c'était pour le moment où Michelle déciderait enfin de vivre pour elle-même. 50 000 $. De l'argent dont j'ignorais tout. Économisé sur sa retraite et ses dividendes d'investissement pendant que je budgétisais soigneusement nos dépenses familiales. Cet argent était censé m'apporter la liberté plutôt que la sécurité. J'ai quitté le cabinet d'avocat avec une mallette pleine de documents et une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis la crise cardiaque de Russell. La maison était à moi. La villa espagnole était à moi. Les investissements étaient à moi. Et surtout, le choix de tout cela m'appartenait à moi seul. Mon téléphone a sonné alors que j'arrivais à ma voiture. Le nom de Darlene s'affichait à l'écran. « Maman, je suis si contente de t'avoir eu. Je voulais discuter des rénovations du sous-sol. Lisa connaît un entrepreneur qui pourrait installer une kitchenette. Peut-être une entrée séparée. Ce serait parfait. Ton propre petit appartement. » J'ai déverrouillé la voiture, mais je ne suis pas montée. Quelle attention! Je sais que tu t'inquiètes probablement du coup. Mais Donald et moi avons pensé qu'on pourrait le déduire du produit de la vente de la maison. Considère ça comme un investissement dans ton confort. Ton confort, pas mon indépendance ou mon bonheur. Mon confort, comme si j'étais un vieil animal de compagnie qu'on reloge dans un logement plus confortable. Darlene, c'était quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Une pause. Comment ça? Je veux dire, un appel où tu ne voulais pas de quelque chose, où tu m'as demandé comment s'était passée ma journée. Mes sentiments, mes projets, ou tu as appelé parce que ta mère te manquait. Maman, ce n'est pas juste. Je gère les frais de scolarité de Kathleen, et tu sais à quel point le travail est prenant. Les frais de scolarité de Kathleen. Je me suis adossée à ma voiture, regardant les autres vaquer à leurs courses habituelles du jeudi après-midi. Parle-moi des dépenses de Kathleen. Eh bien, les frais de scolarité s'élèvent à 28 000 $ par an, plus le logement, les livres et les frais de sa sororité. Darlene, j'envoie 500 $ par mois à Kathleen depuis qu'elle est entrée à l'université, et ce, depuis 2 ans. Soit 12 000 $. Silence. De l'argent censé l'aider à payer ses dépenses. De l'argent dont tu n'as jamais parlé à Donald quand tu as parlé de mes prétendues difficultés financières. Maman, cet argent m'aide, mais il ne couvre pas tout. As-tu dit à Kathleen que j'envoyais cet argent? Encore une pause. Plus longtemps cette fois. Elle sait que tu l'aides. Connaît-elle le montant? C'est elle que ça vient de ma pension, pas d'un fonds universitaire que Russell a laissé derrière lui. Je ne vois pas l'importance de ces détails. J'ai fermé les yeux, sentant un frisson me monter au ventre. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Elle pense que ses frais d'université sont couverts par ton travail acharné et tes sacrifices. Elle ignore que sa grand-mère finance discrètement ses études. Maman, tu compliques les choses plus que nécessaire. Ah bon? Où est-ce que je comprends enfin à quel point c'est simple? J'ai raccroché et suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient, mais pas de chagrin cette fois. De colère. Une colère pure et nette, comme si je me réveillais après un long rêve confus. De retour à la maison, je suis allée directement au bureau de Russell et j'ai trouvé la clé exactement là où il l'avait dite. Elle était petite et en laiton, attachée à un porte-clés orné d'un minuscule drapeau espagnol. Derrière, il y avait une photo que j'avais oubliée. Russell et moi à Venise pour notre 25e anniversaire. Nous rions tous les deux d'une phrase du photographe. J'avais l'air plus jeune sur la photo, mais pas à cause d'une diminution des rides ou de cheveux plus gris. J'avais l'air plus jeune parce que j'avais l'air sincèrement heureuse, sans défense comme je ne me souvenais pas l'avoir été ces dernières années. Mon téléphone a vibré, un autre SMS de Donald. Maman, Grégory a besoin d'une réponse pour demain. Son client s'impatiente. Ne nous gâche pas tout. Ne nous gâchez pas la vie.
J'ai supprimé le message sans répondre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver le site web de la société de gestion immobilière et 10 minutes supplémentaires pour rédiger un email à Madame Rodriguez, la voisine qui s'occupait de la maison espagnole. Chère Madame Rodriguez, je m'appelle Michelle Lawson et je suis la veuve de Russell. Je crois que vous vous occupez de notre maison à Cala 10 Flor. Je prévois de me rendre en Espagne très prochainement et j'aimerais m'organiser pour y rester plus longtemps. Veuillez me faire savoir quels préparatifs sont nécessaires. Merci pour votre gentillesse à entretenir la propriété pendant cette période difficile. Cordialement, Michelle Lawson. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de me remettre en question. Puis j'ai sorti la valise récupérée la veille et j'ai commencé à faire mes valises. Mais avant cela, j'ai ouvert le placard d'enfance de Donald et j'ai commencé à remplir des cartons avec ses vieux trophées, ses papiers d'école et le gant de baseball que Russell lui avait offert pour ses 10 ans. Tout ce qui comptait de son séjour dans cette maison, soigneusement emballé et étiqueté. J'étais à mi-chemin de la chambre de Darlene lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro international. Madame Lawson, ici par Rodriguez. Je viens de recevoir votre courriel et je suis profondément désolé pour votre perte. Russell parlait souvent de vous. Son anglais était accentué mais clair. Sa voix chaleureuse m'a serré la poitrine d'une émotion inattendue. Merci, Madame Rodriguez. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Mais je pense venir en Espagne très bientôt. Oh, pas de problème du tout. La maison est prête. Je la vérifie chaque semaine, et le jardin est magnifique. Russell serait si heureux de vous savoir. Quand pensiez-vous arriver? J'ai jeté un coup d'œil à la chambre d'enfance de Darlene. J'ai regardé les cartons de souvenirs que j'emballais pour des enfants qui me voyaient comme un obstacle à leur héritage. La semaine prochaine, ai-je dit, j'aimerais venir la semaine prochaine. Le camion de déménagement est arrivé à 7 heures du matin, juste au moment où la voiture de Donald s'est garée dans mon allée. J'ai regardé mon fils sortir de ma chambre depuis la fenêtre, le visage déjà figé par cette irritation à peine contenue que j'avais appris à redouter. Il portait son costume d'affaires sérieux, le jaune que Lisa avait choisi pour ses entretiens d'embauche, et tenait une chemise en papier craft épaisse contenant ce que je supposais être des documents de vente de maison. Le timing était parfait. Les déménageurs étaient des hommes efficaces et professionnels, arrivés exactement à leur promise. Je les avais engagés pour récupérer les cartons soigneusement emballés dans les anciennes chambres de Donald et Darlene, ainsi que plusieurs meubles qu'ils prétendaient vouloir récupérer un jour. Le fauteuil en cuir de Russell, le service de table ancien de ma mère, le piano que Darlene avait réclamé enfant et abandonné après 6 mois de cours. Madame, où voulez-vous que ces cartons soient livrés? Le déménageur principal, un homme au visage aimable nommé Rodriguez, une coïncidence qui ressemblait à l'humour subtil de Russell, consulta son presse-papier. Le premier lot est au 247 rue Maple, dis-je en lui tendant l'adresse de Donald écrite avec soin. Le deuxième poste est au 892, avenue des Pins. Sonnez à la porte et dites-leur que ce sont des cadeaux de Michelle Lawson. Des souvenirs qu'ils voudront bien garder. Rodriguez hocha la tête d'un air professionnel, mais je surpris un léger sourire au coin de ses lèvres. 20 ans dans le déménagement signifiait sans doute qu'il avait vécu son lot de drames familiaux. Donald frappa brusquement à la porte, interrompant mes instructions. J'ouvris la porte, vêtu de la robe rouge qui, selon Russell, faisait ressortir mon regard, mes cheveux fraîchement coiffés, ne ressemblant en rien à la veuve en deuil qu'il s'attendait à manipuler. « Maman, que diable se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un camion de déménagement dans ton allée? Bonjour, Donald. Je fais déménager des affaires. » Il me poussa dans le couloir, scrutant du regard les cartons étiquetés à son nom. « Ce sont mes affaires d'enfance. Pourquoi emballes-tu mes affaires? Je pensais que tu les voudrais. Les souvenirs sont précieux. Tu ne trouves pas? » Son visage s'empourpra, une rougeur qui partait du col et montait en flèche. Le même regard qu'il avait eu, adolescent, lorsqu'il était pris en flagrant délit de mensonge. « Maman, il faut qu'on parle. Le client de Grégory est prêt à faire une offre. On a besoin de ta signature aujourd'hui. » J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, le regardant arpenter mon entrée comme un animal en cage. « Donald, assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux savoir pourquoi tu agis si bizarrement. D'abord, tu ne me rappelles pas pendant 3 jours. Maintenant, il y a un camion de déménagement. Assieds-toi. » Quelque chose dans ma voix l'a interrompu au milieu d'une phrase. Il s'est assis sur la première marche de l'escalier. Le dossier en papier craft serré dans ses mains comme un bouclier.
Ou as-tu dit exactement au client de Grégory que l'argent de la vente de cette maison irait? Ai-je demandé. Que veux-tu dire? Je veux dire, leur as-tu dit que le produit serait partagé entre toi et Darlene? As-tu calculé combien vous recevriez chacun après avoir remboursé ce mystérieux prêt immobilier qui t'inquiète tant? La mâchoire de Donald s'est crispée. Maman, tu n'as pas les idées claires. Le deuil peut obscurcir le jugement. Mon jugement est parfaitement clair, plus clair qu'il ne l'a été depuis des années. Je me suis dirigé vers la chaise de Russell, celle que les déménageurs allaient bientôt apporter chez Donald, qu'ils le veuillent ou non. Laissez-moi vous poser une autre question. Lorsque vous avez dîné avec Darlene, pour discuter de ma situation, l'un de vous m'a-t-il demandé comment je gérais émotionnellement la mort de Russell? Bien sûr, nous nous soucions d'eux. Avez-vous demandé si je dormais, si je mangeais, si j'avais besoin de parler à quelqu'un ou simplement de compagnie? Avez-vous demandé ce que je voulais faire de ma vie maintenant que je suis seule pour la première fois depuis 30 ans? Il m'a regardé fixement, le dossier se froissant dans sa main. Ou avez-vous passé tout le dîner à calculer combien d'argent vous pourriez tirer de la mort de votre père? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application calculatrice. Voyons voir. Si tu vendais ma maison au prix indiqué par Grégory, 350 000 $, et que tu la partageais entre toi et Darlene après déduction des frais de clôture imaginaires, vous toucheriez chacun environ 160 000 $. Suis-je proche? Son visage s'est vidé de ses couleurs. C'est bien ce que je pensais. Donald, sais-tu combien me rapporte réellement la retraite mensuelle de ton père? Maman, je ne vois pas pourquoi. 4 200 $ par mois, plus sa sécurité sociale et les dividendes de placement dont tu ignores tout. J'ai laissé les chiffres s'imprégner. Redis-moi comment je ne peux pas me permettre de garder cette maison. Donald se leva brusquement, le dossier tombant par terre. Tu nous as menti. Je n'ai jamais menti. Tu as supposé et je n'ai pas corrigé tes suppositions. Il y a une différence. Tu nous as laissé croire que tu étais en difficulté. Tu voulais croire que j'étais en difficulté. Ça justifiait plus facilement de me traiter comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à soutenir. Le moteur du camion de déménagement grondait dehors. Par la fenêtre, je voyais les hommes charger la chaise de Russell à l'arrière. Maman, si tu n'as pas besoin d'argent, pourquoi? Donald s'arrêta, son cerveau d'homme d'affaires le comprenant enfin. Tu nous punis. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Ce n'est pas ce que nous avons demandé, n'est-ce pas? Tu m'as demandé de déménager. Je déménage. Tu voulais que mes affaires soient réparties pour qu'elles ne soient pas un fardeau. Je les distribue. J'ai ramassé le dossier qu'il avait laissé tomber et j'ai jeté un coup d'œil aux documents de vente à l'entête de l'agence de Grégory. Tu voulais gérer mes affaires à ma place, mais Donald, le problème, c'est que ce ne sont pas tes affaires. Il a attrapé le dossier, mais je le lui ai tenu. Maman, sois raisonnable. On peut arranger ça. Tu n'es peut-être pas obligé d'emménager chez Darlene. On pourrait te trouver un bel appartement. Quelque chose de plus facile à gérer. Plus facile à gérer pour qui? La question nous tenait en haleine. La bouche de Donald s'ouvrit et se referma, cherchant les mots qui ne l'incrimineraient pas davantage. Mon téléphone sonna. Le nom de Darlene s'afficha à l'écran. Réponds, dis-je. Mets le haut-parleur. Donald secoua la tête, mais je répondis quand même et activai le haut-parleur. Maman, c'est quoi cette folie? Il y a un camion de déménagement devant chez moi et 2 hommes essaient de me livrer un piano pour lequel je n'ai pas de place. Bonjour, Darlene. Le piano que tu as réclamé à 8 ans. Je pensais que tu le voudrais. Je n'en veux pas. Je n'ai pas de place pour un piano. Et Donald m'a appelé pour me dire que tu ne vendrais pas la maison. La maison ne se vend pas. Silence à l'autre bout du fil. Alors comment ça? Elle ne se vend pas? Je veux dire exactement ça. C'est ma maison. Russell me l'a léguée. Je ne la vends pas. Mais Donald a dit que tu n'avais pas les moyens. Donald avait tort sur beaucoup de points. Encore un silence de plus. Cette fois, quand Darlene reprit la parole, sa voix avait ce ton tranchant dont je me souvenais de son adolescence. Maman, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais les gens comptent sur cette vente. J'ai déjà parlé à Kathleen du fait qu'elle aurait une chambre chez moi quand tu emménageras. Kathleen. J'ai regardé Donald, dont le visage était devenu pâle. Parle-moi de Darlene. Et elle? Quand m'a-t-elle appelé pour la dernière fois? Je ne garde pas trace des appels de Kathleen. La dernière fois qu'elle m'a appelé, c'était le 15 décembre, pendant les vacances de Noël.
Elle voulait savoir si je pouvais lui envoyer de l'argent pour un voyage de printemps. Je me suis approché de la fenêtre en regardant les déménageurs fixer la chaise de Russell. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné que son grand-père lui manquait. Elle avait juste besoin d'argent. Maman, Kathleen est étudiante. Elles sont égocentriques à cet âge. Vraiment. Où a-t-elle appris en observant sa mère que les grands-mères existent pour apporter un soutien financier sans attendre de lien affectif en retour? Ce n'est pas. Tu déformes tout. Hein? Darlene, combien d'argent ai-je envoyé à Kathleen ces 2 dernières années? Pas de réponse. 12 000 $. 500 $ par mois directement sur son compte. L'argent dont tu n'as jamais parlé à Donald quand tu as prétendu que j'avais des difficultés financières. L'argent que Kathleen croit apparemment vient de ton sacrifice, pas du mien. Donald me fixait maintenant, la bouche légèrement ouverte. Tu envoies de l'argent à Kathleen tous les mois depuis qu'elle a commencé l'université parce que j'aime ma petite fille et je veux qu'elle réussisse. Je me suis détournée de la fenêtre pour les regarder tous les deux. Donald en personne, Darlene au téléphone. Mais l'amour n'est pas censé être invisible. Le soutien n'est pas censé être secret. Quand ma famille a-t-elle décidé que mes contributions ne comptaient que lorsqu'elles étaient cachées? La voix de Darlene résonna dans le haut-parleur. Plus faible maintenant. Maman, on n'a jamais voulu dire. Oui, tu l'as fait. Tu voulais exactement ça. Tu voulais mes ressources sans ma présence, mon argent sans mes opinions, ma complaisance sans mon autonomie. J'ai raccroché et regardé Donald. Le camion de déménagement sera chez toi dans 30 minutes. Je te suggère de faire de la place pour tes souvenirs d'enfance. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. Comment? La question l'a arrêté net. Je le voyais chercher les mots justes. La phrase magique qui lui permettrait de retrouver l'accès à mes ressources sans exiger un respect sincère ni une relation étroite. On pourrait dîner en famille. Parler de ce que tu veux vraiment. De ce que je veux vraiment. J'ai ri, surprise par le son. Donald, ce que je veux vraiment, c'est vivre le reste de ma vie entouré de gens qui me voient comme plus qu'une source de financement d'urgence. Ce que je veux, c'est me réveiller le matin sans me demander lequel de mes enfants m'appellera et me tendra la main. Ce que je veux, c'est qu'on regrette ma compagnie, pas qu'on pleure mon argent. Le moteur du camion de déménagement a démarré dehors. Donald s'est levé, les documents commerciaux éparpillés à ses pieds. Où vas-tu aller? J'ai souri, le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Au chaud. Donald s'est penché pour ramasser les papiers, ses gestes précipités et désespérés. Maman, tu ne peux pas disparaître comme ça. On est ta famille, n'est-ce pas? Il a levé les yeux vers moi depuis le sol. Et l'espace d'un instant, j'ai revu le petit garçon qui grimpait sur mes genoux après ses cauchemars, qui avait besoin de pansements pour ses genoux écorchés et d'histoire pour chasser l'obscurité. Puis il s'est redressé et l'instant est passé. Quand reviens-tu? J'ai ouvert la porte d'entrée, laissant entrer la lumière matinale et le bruit du camion de déménagement qui s'éloignait. Je te tiendrai au courant. Le vol pour Madrid, c'était 13 heures de clarté cristalline. J'étais assis à la place côté hublot que Russell avait toujours préférée, regardant l'océan Atlantique s'étendre sous nos yeux comme une immense promesse. La femme à côté de moi, une retraitée bavarde de Phoenix rendant visite à sa fille, avait tenté d'engager la conversation pendant le décollage, mais quelque chose dans mon expression avait dû l'en dissuader. Je n'étais pas prêt pour les banalités ni pour l'intimité désinvolte des confessions en avion. J'étais trop occupé à savourer le silence de mon téléphone. Pendant les 3 jours qui ont suivi le départ de Donald, ils m'ont appelé sans arrêt. Donald, Darlene et même Lisa, qui ne m'avait jamais appelé de manière indépendante pendant les 5 années où elle avait été mariée à mon fils. Le message vocal s'excusait et devenait de plus en plus désespéré. Maman, je crois qu'on s'est mal compris. Michel, c'est Lisa. Donald est vraiment bouleversé et je me demande si on pouvait juste parler. Maman, Kathleen pose des questions sur l'argent et je ne sais pas quoi lui dire. D'accord, maman. Tu veux jouer à un jeu? On peut jouer à ce jeu à 2. Ne t'attends pas à ce qu'on accourt quand tu te rendras compte de ta solitude. Ce dernier message de Darlene avait cristallisé quelque chose d'essentiel. La menace était censée me blesser. La suggestion que je reviendrais en rampant, implorant leur affection conditionnelle. Au lieu de cela, cela a été une sensation de libération. J'avais éteint mon téléphone ce soir-là et ne l'avais pas rallumé depuis. La douanière à Madrid était une jeune femme au regard bienveillant qui a tamponné mon passeport avec une efficacité professionnelle. Le but de la visite? Recommencer à zéro, ai-je dit.
Elle a souri. Le premier sourire sincère que je recevais de quelqu'un de moins de 40 ans depuis des mois. Bienvenue en Espagne, Sonora. Par Rodriguez m'attendait dans le hall des arrivées, exactement comme elle me l'avait promis. C'était une femme compacte d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés tirés en arrière en un élégant chignon et aux yeux qui se plissaient de chaleur lorsqu'elle souriait. Elle tenait une petite pancarte sur laquelle mon nom était écrit avec soin. Madame Lawson, bienvenue. Bienvenue. Elle m'a serré dans ses bras comme une vieille amie, et je me suis surprise à lui rendre son étreinte avec une intensité qui nous a toutes deux surprises. Comment s'est passé votre vol? Êtes-vous fatigué? Avez-vous faim? La maison est prête à vous accueillir. J'ai arrêté d'appeler parce que maman disait que tu étais fragile et que tu risquais de trop t'attacher si je te parlais trop. Elle disait que c'était plus sain de te laisser de l'espace pour faire ton deuil. Plus sain. J'ai fermé les yeux, sentant la douce brise espagnole porter un parfum de citron et d'eau salée. Alors, je t'ai laissé de l'espace, a poursuivi Kathleen, la voix devenant plus forte de colère. Pendant ce temps, tu payais mes cotisations à la sororité, mes manuels scolaires et probablement mon voyage de vacances de printemps. Et je ne t'ai même pas remercié. Je ne t'ai même pas demandé comment tu allais sans grand-père, Kathleen. Et maintenant, il raconte à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse et que tu as disparu. Mais grand-mère, tu n'as pas fait de dépression nerveuse, n'est-ce pas? Tu en as juste eu assez de l'heure. Les jurons inattendus m'ont fait sourire malgré tout. Langage, Kathleen. Désolée, mais ai-je raison? J'ai regardé la mer qui s'assombrissait, les lumières qui commençaient à scintiller dans le village en contrebas. Oui, tu as raison. Où es-tu? L'Espagne. L'Espagne? J'ai entendu un changement dans sa voix, la surprise remplaçant la colère. Comme l'Espagne, ton grand-père a acheté une maison ici pour notre retraite. Je suis assis sur la terrasse en ce moment, à regarder la Méditerranée. Un long silence, puis un silence. Est-ce beau? C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Grand-mère, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je dois m'excuser. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ma chérie. On t'a menti de la part de gens en qui tu avais confiance. Ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû le savoir. J'aurais dû t'appeler plus souvent. J'aurais dû te poser des questions. Kathleen, écoute-moi. Je me suis levée, arpentant la petite terrasse tandis que les premières étoiles apparaissaient au-dessus de ma tête. Tu as 20 ans. Ton travail, en ce moment, est d'étudier, de grandir et de découvrir qui tu veux devenir. Ce n'est pas ton travail de gérer les finances familiales ou de décoder les manipulations des adultes. Mais je veux faire mieux. Je veux être meilleur. Alors sois meilleur. Appelle-moi parce que je te manque, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Rends-moi visite parce que tu apprécies ma compagnie, pas par obligation. Aime-moi parce que je suis ta grand-mère, pas parce que je paie tes factures. Un autre silence. Puis-je te rendre visite en Espagne? La question me prit au dépourvu. Kathleen, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Je m'en fiche. J'ai les vacances de printemps dans 3 semaines. Je peux changer mes plans, annuler ce stupide voyage à Cancun que tu as probablement payé de toute façon, et venir te voir à la place. Je veux rencontrer la maison de rêve de ce grand-père. Je veux m'asseoir sur cette terrasse et entendre parler de ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie. Cette phrase me fit chaud au cœur. Que dirait ta mère? Je me fiche de ce que dit ma mère. En fait, ce n'est pas vrai. Je m'en fiche. Mais je ne vais plus laisser ces paroles influencer mes choix. La voix de Kathleen devenait plus forte, plus déterminée. Grand-mère, j'ai 20 ans et je viens de réaliser que je ne te connais pas vraiment. Je connais la version de toi qu'on m'a présentée. La grand-mère qui fait des biscuits et envoie des cartes d'anniversaire et qui doit être manipulée avec précaution. Mais tu n'es pas cette personne, n'est-ce pas? J'ai pensé à la femme qui avait affronté Donald dans son couloir, qui avait systématiquement démantelé les préjugés de ses enfants, qui avait embarqué dans un avion pour l'Espagne sans date de retour. Non, ai-je dit, je ne suis pas du tout cette personne. Bien, a dit Kathleen avec férocité. J'ai hâte de te rencontrer. Toi, la vraie. Après avoir accroché, je suis restée assise dans le noir un long moment, écoutant le bruit des vagues et sentant quelque chose d'inconnu remuer dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, j'attendais le lendemain avec impatience. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seule. 3 semaines plus tard, j'ai vu Kathleen sortir du terminal de l'aéroport de Malaga et j'ai à peine reconnu ma petite fille. Fini l'étudiante soignée dont je me souvenais sur les photos de Noël. Cheveux parfaitement lissés,
maquillage prêt à photographier, vêtements choisis pour être approuvés par Instagram. Cette Kathleen portait un jean délavé et un simple t-shirt blanc, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon décoiffé, son visage dénué de tout, à l'exception de lunettes de soleil et d'un sourire sincère qui transformait toute son apparence. « Grand-mère !» Elle laissa tomber son sac à dos et courut vers moi. Je me retrouvai prise dans une étreinte qui ne ressemblait en rien au câlin superficiel auquel je m'étais habituée lors des réunions de famille. C'était désespéré, reconnaissant, authentique. « Laisse-moi te regarder », dis-je en la tenant à bout de bras. Elle était plus mince que dans mes souvenirs, mais il y avait dans sa présence quelque chose de solide qui n'existait pas auparavant. « Tu es magnifique », dit-elle en scrutant mon visage avec la même intensité. « Vraiment incroyable. Ton bronzage et tes cheveux. Tu les as coupés ?» J'ai touché la coupe plus courte que Par m'avait convaincu d'essayer dans son salon en ville. « Juste une coupe. C'est parfait. Tu es belle, dit-elle en s'arrêtant, cherchant ses mots. Tu es toi-même. » Pendant le trajet jusqu'à Marbella, Kathleen colla son visage à la vitre passager comme une enfant, s'exclamant devant les oliveraies et les villages blanchis à la chaux, posant des questions sur tout ce que nous croisions. Son enthousiasme était contagieux, me rappelant l'émerveillement de Russell lors de nos quelques voyages internationaux ensemble. « C'est ça ?» dis-je en arrivant dans l'allée de la maison espagnole. « Le rêve de ton grand-père. » Kathleen resta un long moment dans le jardin, admirant les bonilias, les citronniers, la terrasse où j'avais passé des heures à lire et à écrire dans le journal que j'avais commencé à tenir. Puis elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Il savait, n'est-ce pas? Il savait que tu aurais besoin de cet endroit. » Je crois que oui. Ce premier soir, nous nous sommes assis sur la terrasse à partager la paella que Par avait insisté. En préparant l'arrivée de Kathleen, la vieille dame avait pris soin de ma petite fille comme si c'était la sienne. Et j'ai vu Kathleen réagir avec la chaleur naturelle qui lui manquait dans ses interactions avec ses parents. « Parle-moi de ta vie ici », a dit Kathleen en s'installant dans le fauteuil à côté du mien alors que le soleil commençait à se coucher. « Je veux tout savoir. » Alors je lui ai parlé des promenades matinales dans le village où les commerçants avaient appris mon nom et mes préférences, des cours d'espagnol avec Miguel, le professeur retraité qui habitait au bout de la rue, du livre que j'avais commencé à écrire, non pas le roman que Russell m'avait encouragé à essayer, mais des mémoires sur le mariage, la maternité et la lente érosion de soi qui peut survenir lorsque l'amour se transforme en service et que le service devient obligation. « Tu écris un livre. » Les yeux de Kathleen s'écarquillèrent. « Grand-mère, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu voulais écrire. Je ne le savais pas non plus avant d'avoir le silence nécessaire pour écouter mes propres pensées. » Kathleen est restée silencieuse un instant. Puis maman m'a appelé hier. J'étais tendue, mais Kathleen a levé la main. Elle a essayé de me convaincre de ne pas venir. Elle a dit que tu étais en pleine dépression et que me voir pourrait aggraver la situation. Elle a dit que j'étais égoïste de venir ici au lieu de passer les vacances de printemps avec la famille. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'il était peut-être temps que quelqu'un de notre famille soit égoïste pour toi. La voix de Kathleen avait un tranchant d'acier que je n'avais jamais entendu auparavant. Puis je lui ai demandé sans détour, « Si tu es en pleine dépression, pourquoi personne n'est venu te voir? Pourquoi ne t'ont-ils pas appelé directement au lieu de parler de toi comme si tu étais un problème à gérer? » Qu'a-t-elle dit? Rien. Elle ne pouvait pas répondre, car cela aurait révélé la vérité. Ils ne se soucient pas vraiment de ton bien-être. Ils se soucient de leur accès à tes ressources. Sa franchise aurait dû te blesser, mais elle m'a plutôt semblé une justification. Kathleen, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dis-je prudemment. Je ne m'attends pas à ce que tu choisisses ton camp. Donald et Darlene sont aussi ta famille. Non. La voix de Kathleen était ferme. Ils ont choisi leur camp lorsqu'ils ont décidé de m'utiliser comme une arme contre toi. Lorsqu'ils m'ont laissé croire que tu étais pauvre et fragile alors que tu payais mes factures. Lorsqu'ils ont essayé de t'isoler des personnes susceptibles de te soutenir. Elle se pencha en avant sur sa chaise. Grand-mère, j'y réfléchis depuis des semaines et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne t'ont pas seulement menti sur tes finances. Ils m'ont menti sur toi. Que veux-tu dire? Ils m'ont convaincu que tu étais cette vieille dame fragile qui avait besoin d'aide. Pour être protégée de trop d'excitation ou d'émotion. Ils disaient que t'appelais trop souvent pourrait te rendre dépendante, que je devais te laisser le temps de faire ton deuil. Mais il ne s'agissait jamais de te protéger, n'est-ce pas? Il s'agissait de contrôler le récit. J'ai regardé ma petite fille, émerveillée par sa clarté. Kathleen,
Ils voulaient que tu sois isolé pour que tu sois suffisamment désespéré pour accepter leurs conditions. Et ils voulaient que je reste à distance pour que je ne sois pas témoin de ce qu'ils te faisaient. Les poings de Kathleen se serrèrent. Tu sais le pire? Ça a failli marcher. J'ai failli devenir le genre de personne capable d'ignorer la solitude de sa grand-mère parce que c'était pratique. Mais tu n'es pas devenue cette personne. Seulement parce que tu as forcé la vérité au grand jour. Si tu n'étais pas parti, si tu ne les avais pas obligés à montrer leur vrai visage. Kathleen secoua la tête. J'aurais pu passer toute ma vie à ne jamais savoir qui tu étais vraiment. Nous étions assises dans un silence confortable tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus de nos têtes. Finalement, Kathleen reprit la parole. Puis-je rester plus d'une semaine? La question me surprit. Et l'école? J'ai parlé à mes professeurs avant de partir. Je peux travailler seule jusqu'à la fin du semestre, rédiger des devoirs, passer des examens en ligne. Mais je ne veux pas encore y retourner. Je veux passer du temps avec toi. Du temps qui ne se mesure pas en visite de vacances ou en appel téléphonique chargé de planning. Kathleen, ton éducation sera toujours là quand je serai prête. Mais cette chance, ce temps avec toi, je ne l'aurai peut-être plus. Elle me regarda avec les yeux de Russell, ferme et déterminée. Grand-mère, j'ai 20 ans, et je viens de réaliser que je n'ai jamais eu de vraie conversation avec toi. Toute ma vie, tu as été celle qui se souvient des anniversaires, qui envoie des colis et qui arrive aux fêtes de famille avec des desserts maison. Mais je ne sais pas ce qui te fait rire, ni de quoi tu rêves, ni comment tu étais avant de devenir notre grand-mère. Et tu veux savoir tout ça? Je veux tout savoir. Le lendemain matin, Kathleen m'a rejointe pour ma promenade quotidienne dans le village. Elle charma le boulanger avec ses tentatives d'espagnol, aida parents au jardin et écouta avec une attention soutenue Miguel raconter ses années d'enseignement de littérature à l'université de Madrid. Ta grand-mère, elle a l'âme d'un écrivain, dit-il à Cathol au café où j'étais devenu un habitué. Elle voit les détails que les autres ne voient pas. Elle comprend le poids des petits moments. Elle a toujours été comme ça, dit Kathleen en me regardant avec une appréciation nouvelle. Je n'y avais simplement jamais prêté attention auparavant. Cet après-midi-là, nous sommes allés en voiture jusqu'à une petite plage que j'avais découverte la semaine précédente, une crique cachée accessible uniquement par un sentier sinueux à travers les pins. Kathleen étendit une couverture sur le sable pendant que je déballais le pique-nique que nous avions préparé ensemble. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose de personnel ?» Je levai les yeux des sandwichs. « Bien sûr. Est-ce que tu y retourneras un jour ?» La question que j'évitais, même dans mes pensées. « Je ne sais pas. Mais tu pourrais rester ici légalement et définitivement. » Enfin, Russell a fait des recherches approfondies. J'ai des options de résidence, des soins de santé, tout ce dont j'ai besoin. Je lui tendis un sandwich et m'installai à côté d'elle sur la couverture. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que je pense que tu devrais rester. L'assurance dans sa voix me surprit. Kathleen, je pense que tu devrais rester. Et je pense que tu devrais laisser maman et oncle Donald se débrouiller seuls sans attendre de toi que tu finances leurs erreurs ou que tu valides leurs choix. Kathleen prit une bouchée de son sandwich, mâchant pensivement. Et je pense que je devrais m'inscrire dans une université ici. Quoi? Il y a des programmes américains à Madrid, Barcelone et même ici à Malaga. Je pourrais terminer ma licence d'études internationales, parler couramment l'espagnol et peut-être découvrir un autre mode de vie. Elle contemplait la Méditerranée, l'air pensif. Ou peut-être que je pourrais prendre une année sabbatique, travailler avec Pilar dans son atelier de poterie, t'aider pour ton livre, découvrir qui je suis quand je ne joue pas devant un public. Kathleen, c'est une décision importante. Tout comme prendre l'avion pour l'Espagne. Tout comme te couper les cheveux, écrire un livre et refuser de vendre ta maison. Kathleen se tourna pour me faire face. Grand-mère, toute ma vie, j'ai pris des décisions en fonction de ce que les autres attendaient de moi, de ce que maman voulait, de ce que mes professeurs voulaient, de ce que mes sœurs de sororité trouvaient approprié. Mais assise ici avec toi, j'ai l'impression de voir clair pour la première fois. Que vois-tu? Je vois que tu n'es pas la vieille dame fragile qu'on te décrivait. Tu es probablement la personne la plus forte que je connaisse. Et je vois que je ne veux pas être le genre de personne qui abandonne quelqu'un qu'elle aime par commodité. La voix de Kathleen s'éleva. Je veux être le genre de personne qui se montre présente, qui privilégie l'amour au confort, la vérité à la commodité. Kathleen, ta mère ne me pardonnera jamais si je t'ai laissé faire dérailler ta vie. Ce n'est pas la mienne qui est en train de dérailler. C'est la sauver. Kathleen me prit les mains, sa poigne chaude et sûre. Grand-mère,
J'étais somnambule à l'université, faisant les choses machinalement parce que c'était attendu. Mais je suis réveillée maintenant, et je veux passer mon temps avec quelqu'un qui me considère comme plus qu'un projet à gérer. Ce soir-là, nous avons appelé l'université ensemble et avons convenu d'un congé temporaire pour Kathleen. Ensuite, nous avons appelé pour lui demander des nouvelles de l'apprentissage en atelier de poterie. Enfin, avec le soleil espagnol se couchant derrière nous et le bruit des vagues servant de bande sonore à notre conversation, Kathleen a appelé une dernière fois sa mère. « Maman, c'est Kathleen. Je prolonge mon séjour en Espagne. Non, je ne suis pas en pleine dépression. Je suis en pleine percée. Je comprends ta colère, mais j'ai 20 ans et je peux choisir comment j'occupe mon temps. En fait, maman, c'est exactement ce que je fais. Je choisis grand-mère parce qu'elle est la seule personne de notre famille à m'avoir jamais traité comme si j'avais plus d'importance que ce que je pouvais apporter. » Kathleen raccrocha et éteignit son téléphone. « Des regrets, demandai-je. » Elle sourit, le sourire de Russell, empreint d'une détermination tranquille. « I seul, qu'il m'ait fallu 20 ans pour trouver ma place. » Assise sur ma terrasse espagnole, à regarder les étoiles se lever sur la Méditerranée, j'ai réalisé que mon histoire de perte était devenue une histoire de découverte. J'avais perdu l'illusion d'une famille qui exigeait ma diminution, mais j'avais trouvé la réalité d'une famille qui célébrait ma force. Et pour la première fois depuis la mort de Russell, je ne faisais pas que survivre. Je m'épanouissais.